Ils étaient les enfants du roi de France, promis à une vie de luxe et de privilèges. Pourtant, la tourmente révolutionnaire a transformé leur destin en tragédie. Louis XVI et Marie-Antoinette ont eu 4 enfants. Marie-Thérèse Charlotte, Louis-Joseph Xavier François, Louis-Charles, surnommé plus tard Louis XVII, et Sophie-Hélène Béatrix. Un seul de ces 4 atteindra l'âge adulte. Leurs vies, d'abord bercées par le faste de Versailles, furent brisées par les événements de la Révolution française. Dans cette histoire vraie aux allures de drame, nous allons découvrir le sort bouleversant de chacun de ces enfants royaux, de l'innocence de l'enfance aux épreuves de la prison, de l'exil ou de la mort. Restez bien jusqu'à la fin pour découvrir comment chacun d'eux a affronté le destin imposé par l'histoire. Numéro 4. Marie-Thérèse Charlotte. Marie-Thérèse Charlotte de France naît le 19 décembre 1778 au Palais de Versailles. Aînée du couple royal, elle est accueillie avec joie malgré la préférence du royaume pour un dauphin. Ce n'est pas le fils espéré, mais tu n'en es pas moins cher, aurait déclaré sa mère Marie-Antoinette en embrassant sa petite princesse. On surnomme bientôt la fillette Madame Royale et sa mère la gratifie du doux surnom de Mousseline la Sérieuse, car Marie-Thérèse est une enfant posée et réfléchie. Elle grandit dans l'opulence de la cour, entourée d'attention. Son père, le roi Louis XVI, veille à lui inculquer une certaine simplicité. Par exemple, il insiste pour que l'on appelle son fils Monsieur le Dauphin plutôt que Monseigneur, afin de ne pas trop les gâter. Marie-Thérèse reçoit ainsi une éducation soignée, mais empreinte d'affection et de modestie. Elle adore ses frères et sœurs plus jeunes et se montre dès l'enfance protectrice envers eux. Cependant, la vie dorée de Versailles ne dure pas. En 1789, la Révolution éclate alors que Marie-Thérèse n'a que 10 ans. En octobre de cette année, une foule en colère marche sur Versailles et force la famille royale à s'installer à Paris, au Palais des Tuileries. La petite princesse voit son univers basculer, elle entend les cris de la foule, elle ressent la peur de sa mère menacée par les émeutiers. Désormais, la famille vit sous la surveillance du peuple. Marie-Thérèse assiste, impuissante, aux événements qui se précipitent. La tentative de fuite de ses parents en 1791, elle-même et son frère sont réveillés en pleine nuit pour fuir dans la berline familiale lors de la fuite manquée à Varennes, puis l'attaque des Tuileries le 10 août 1792. Ce jour-là, la monarchie s'effondre. À 13 ans, Marie-Thérèse est emprisonnée avec toute sa famille dans l'ancienne tour du Temple à Paris. Commence alors pour elle une captivité éprouvante. Son père le roi est séparé du reste de la famille dès la fin de 1792 pour être jugé. Le 21 janvier 1793, Louis XVI est exécuté sur la guillotine. Marie-Thérèse apprend avec horreur la mort de son père adoré. Dans la prison du Temple, elle reste enfermée avec sa mère Marie-Antoinette, son petit frère Louis-Charles et sa tante paternelle Élisabeth. Les conditions de détention sont rudes, mais la présence de sa mère et de sa tante l'aide à tenir. En juillet 1793, nouveau coup dur, on arrache Louis-Charles, âgé de 8 ans, des bras de sa mère pour le placer dans une autre cellule, sous la garde brutale d'un révolutionnaire. Marie-Thérèse voit son petit frère emmené, en pleurs, sans comprendre quand elle le reverra. Quelques semaines plus tard, dans la nuit du 2 août 1793, c'est sa mère qu'on vient chercher. Marie-Antoinette est transférée à la conciergerie pour y être jugée à son tour. Au moment de la séparation, la jeune fille de 14 ans se jette en larmes au cou de sa mère. Elle ne la reverra plus jamais. La reine sera guillotinée en octobre 1793. Désormais, Marie-Thérèse n'a plus auprès d'elle que sa tante Élisabeth, la sœur dévouée de Louis XVI. Toutes deux prient et tentent de se soutenir dans leur cellule glaciale. Madame Élisabeth enseigne à sa nièce ses petites routines quotidiennes pour ne pas sombrer. Se lever chaque jour à heure fixe, faire sa toilette seule, ranger la pièce, prier et marcher un peu pour garder le corps et l'esprit en éveil. Hélas, cette dernière présence aimante lui est aussi retirée. En mai 1794, Madame Élisabeth est emmenée à son tour et exécutée. À 15 ans, Marie-Thérèse se retrouve entièrement seule, enfermée dans la tour du Temple sans aucune nouvelle de l'extérieur. La dernière enfant survivante de la famille royale vit cloîtrée dans le silence. Dévorée par l'angoisse et le chagrin, elle sombre un temps dans le mutisme. Pendant des mois, l'adolescente parle à peine, ne sachant même pas que sa mère et sa tante sont mortes. Personne n'ose le lui dire clairement. Sur le mur de sa cellule, elle griffonne désespérément. Marie-Thérèse est la personne la plus malheureuse du monde. Elle ne peut même pas savoir si sa maman est encore en vie. Ce n'est qu'après la chute de Robespierre, fin 1794, que ces geôliers adoucissent un peu ses conditions de détention. On lui accorde une compagne, une femme de confiance pour veiller sur elle, et on la traite avec moins de dureté. Malgré tout, elle reste prisonnière jusqu'à la fin de l'année 1795.
Le 18 décembre 1795, à l'aube de ses 17 ans, Marie-Thérèse Charlotte est enfin libérée de la tour du Temple. Son épreuve de 3 ans de prison prend fin grâce à un arrangement diplomatique. La jeune princesse orpheline est échangée contre des prisonniers français détenus à l'étranger. En plein hiver, on la conduit en diligence hors de France, son pays qu'elle ne reconnaît plus, jusqu'à la frontière. Marie-Thérèse trouve refuge à Vienne, à la cour de l'empereur d'Autriche, son cousin maternel. Elle y est accueillie avec bienveillance, mais la jeune femme reste marquée par le drame. Elle a perdu toute sa famille proche, elle est seule, étrangère dans un pays qu'elle ne connaît pas. Après quelques mois, elle décide de rejoindre les membres survivants de la famille Bourbonne en exil. Son oncle, le comte de Provence, frère de Louis XVI, s'est proclamé roi en exil sous le nom de Louis XVIII. Marie-Thérèse le retrouve en 1796 et renoue avec son identité française. En 1799, à l'âge de 20 ans, elle épouse son cousin Louis-Antoine, duc d'Angoulême, fils aîné du futur roi Charles X. Ce mariage, arrangé mais empreint de respect mutuel, fait d'elle la duchesse d'Angoulême. Les années qui suivent sont celles de l'errance pour Marie-Thérèse. Elle vit en exil pendant toute la période napoléonienne, passant par plusieurs pays européens aux côtés de Louis XVIII et de sa cour itinérante. Elle séjourne en Allemagne, puis en Angleterre, attendant patiemment la chute de Napoléon. Son caractère s'est endurci. On décrit la duchesse d'Angoulême comme une femme digne, silencieuse et souvent mélancolique, portant en elle le poids de son passé. En 1814, enfin, Napoléon abdique et les Bourbons sont restaurés sur le trône de France. Marie-Thérèse, alors âgée de 35 ans, rentre triomphalement à Paris après 22 ans d'exil. Mais la joie est teintée de douleur. Elle revient dans une France qui a exécuté ses parents et partout les souvenirs la hantent. Pendant la brève période des 100 jours, en 1815, Napoléon s'échappe de l'île d'Elbe et marche de nouveau sur Paris. Louis XVIII s'enfuit à l'étranger, mais Marie-Thérèse refuse de fuir. Elle se trouve à Bordeaux et tente de rallier les troupes locales pour résister à Napoléon. Son courage est remarquable. Calme et déterminée, elle encourage les soldats à défendre la ville. Impressionné, Napoléon lui-même aurait concédé qu'elle était « le seul homme de sa famille », saluant ainsi la force de caractère de cette femme qui lui tenait tête. Finalement, pour éviter un bain de sang inutile, Marie-Thérèse quitte Bordeaux lorsque les forces impériales approchent, mais son prestige n'en est que renforcé. Après la défaite définitive de Napoléon à Waterloo, la princesse reprend sa place à la cour des Bourbons. Dans les années 1820, sous le règne de son oncle Louis XVIII, puis de son beau-père Charles X, Marie-Thérèse est une figure respectée du royaume. On l'appelle désormais Madame la Dauphine lorsque son beau-père monte sur le trône en 1824, faisant de son mari l'héritier du trône. Elle n'a jamais eu d'enfant, ce qui la chagrine en silence, mais elle s'investit dans des œuvres de bienfaisance et honore la mémoire de sa famille disparue. Elle visite la basilique de Saint-Denis où reposent, du moins symboliquement, après les profanations révolutionnaires, les restes de ses parents et de ses frères et sœurs. On l'imagine seule dans la crypte, priant pour ceux qu'elle a aimés. En 1830, une nouvelle révolution éclate, les Trois Glorieuses, chassant Charles X du pouvoir. Marie-Thérèse doit à nouveau quitter la France précipitamment avec les siens. À 51 ans, elle entame son second exil, qui sera définitif cette fois. Elle vit quelque temps en Écosse, puis en Autriche, emportant avec elle les reliques de son passé. Il est dit qu'elle a conservé précieusement. Quelques souvenirs, comme un médaillon contenant une mèche de cheveux de son frère Louis-Charles. Elle s'installe finalement au château de Frosdorf, près de Vienne. Ses dernières années se déroulent dans la piété et le recueillement, loin des tumultes. Marie-Thérèse Charlotte de France s'éteint le 19 octobre 1851, à l'âge de 72 ans, emportée par une pneumonie. Elle était la dernière survivante des enfants de Louis XVI. Ayant traversé la Révolution, l'Empire, la Restauration et l'exil, elle laisse l'image d'une femme éprouvée par le destin mais incroyablement résiliente. Son corps repose en terre étrangère, dans la crypte d'un monastère à Goritz, aujourd'hui en Slovénie, aux côtés de son mari et de son oncle. Ainsi se conclut la vie de celle que l'on surnomma l'orpheline du Temple, unique témoin survivante de la tragédie des Bourbons pendant la Révolution. Numéro 3. Louis-Joseph Xavier François. Après la naissance de Marie-Thérèse, le royaume attendait avec impatience un garçon pour assurer la succession. Ce vœu est exaucé le 22 octobre 1781, quand naît Louis-Joseph Xavier François, le premier fils de Louis XVI et Marie-Antoinette. Le petit prince devient d'emblée dauphin de France, titre donné à l'héritier du trône. C'est un événement heureux. Le pays célèbre en grande pompe la naissance de cet héritier tant espéré. Le bébé est robuste en apparence et ses parents sont fous de joie. À Versailles, on organise des fêtes, on offre des cadeaux somptueux pour fêter l'arrivée du dauphin. Louis-Joseph grandit dans l'amour de sa famille. C'est un petit garçon souriant, curieux, très proche de sa grande sœur Marie-Thérèse et choyé par ses parents.
Le roi lui-même aime passer du temps avec lui. Louis XVI lui fait aménager un petit jardin pour lui apprendre à jardiner et veille personnellement à son instruction. La reine, de son côté, couvre son fils de tendresse et le montre fièrement à la cour. Cependant, la santé du jeune dauphin se révèle fragile. Dès l'âge de 3 ans, Louis-Joseph souffre de fièvre récurrente. On le transporte au château de la Muette pour qu'il profite d'un air réputé plus sain, et il semble s'en remettre un temps. Mais les soucis persistent. En 1784 et 1785, on le vaccine contre la variole, une avancée médicale de l'époque. Et malgré cela, le garçonnet continue d'être souvent malade. En 1786, à 5 ans, il subit de nouvelles poussées de fièvre. Son dos commence à se voûter de façon inquiétante. On constate une déformation de sa colonne vertébrale, signe d'un mal plus profond. À l'époque, les médecins ne comprennent pas tout de suite, mais Louis-Joseph montre les symptômes d'une tuberculose osseuse, une maladie alors incurable. On lui fait porter de lourds corsets en fer dans l'espoir de redresser sa colonne et de le soulager, mais rien n'y fait. Au fil de l'année 1788, l'enfant s'affaiblit considérablement. Il a du mal à marcher, il souffre en silence malgré son jeune âge. Sa mère s'inquiète terriblement. Marie-Antoinette confie un jour, désespérée, que « si mon fils était l'enfant d'un homme du peuple, il se porterait bien », sous-entendant que les traitements compliqués et l'attention excessive des médecins de cour ont peut-être empiré son état au lieu de l'améliorer. Printemps 1789, l'état du petit prince est critique. Le 4 mai 1789, alors que s'ouvrent à Versailles les États généraux, la grande assemblée qui va marquer le début de la Révolution, on installe le petit Louis-Joseph, très affaibli, sur un balcon du château pour qu'il aperçoive le cortège. Hélas, le garçon est trop malade pour vraiment en profiter. On décide alors de le transférer au château de Meudon, à l'écart de Paris, pensant que l'air de la campagne pourrait l'aider une nouvelle fois. Le roi, malgré ses lourdes responsabilités dans cette période troublée, se rend fréquemment à Meudon pour veiller au chevet de son fils adoré. Marie-Antoinette, elle, ne quitte presque pas son petit malade, le berçant et le consolant comme elle peut. Malgré tous les soins, Louis-Joseph s'éteint le 4 juin 1789, peu après minuit, à seulement 7 ans. Il meurt dans les bras de sa mère en appelant ses parents une dernière fois. Pour Louis XVI et Marie-Antoinette, c'est un drame personnel effroyable. Ils perdent un enfant en bas âge, une douleur inimaginable pour n'importe quel parent. Leur fille Marie-Thérèse, âgée de 10 ans, pleure elle aussi son petit frère avec qui elle jouait tous les jours. Mais le destin ne laisse pas de répit au souverain. Le royaume entier est en effervescence. Quelques jours après, le 13 juin 1789, on organise les funérailles du jeune dauphin en la basilique de Saint-Denis, la nécropole royale. Son petit cercueil blanc est porté dans la basilique lors d'une cérémonie sobre. Par étiquette, le roi et la reine eux-mêmes n'assistent pas à l'enterrement. Il était de tradition que les souverains ne paraissent pas aux funérailles des enfants, mais des délégations du clergé, de la noblesse et du tiers-état viennent s'incliner devant la dépouille de l'enfant, comme un triste présage d'unité nationale autour du malheur royal. Pourtant, le climat politique est tel que cette tragédie familiale passe presque inaperçue dans l'actualité agitée. Louis XVI, anéanti, demande aux députés un court répit pour pleurer son fils. On le lui refuse. Amer, le roi aurait soupiré « N'y a-t-il donc pas de père parmi eux ?» De son côté, Marie-Antoinette écrira plus tard que la nation n'a même pas paru s'apercevoir de la mort de son cher petit dauphin, tant le pays était déjà en proie à la folie révolutionnaire. Après la mort de Louis-Joseph, son jeune frère de 4 ans, Louis-Charles, devient le nouveau dauphin de France. Le destin de Louis-Joseph s'est arrêté juste à la veille de la Révolution, comme s'il avait échappé de peu aux tourments à venir. Mais son décès a laissé un vide immense dans la famille. Tragiquement, même son repos éternel ne restera pas inviolé. Quelques années plus tard, en 1793, les révolutionnaires profaneront les tombes royales de Saint-Denis. Le petit cercueil de Louis-Joseph sera ouvert et ses restes jetés dans une fosse commune, effaçant presque jusqu'au souvenir de cet enfant princier. Numéro 2, Louis-Charles, Louis XVII. Louis-Charles de France naît le 27 mars 1785, quatrième enfant et deuxième fils de Louis XVI et Marie-Antoinette. À sa naissance, on lui donne le titre de duc de Normandie car son frère aîné Louis-Joseph est encore vivant et demeure le dauphin. Louis-Charles est un bébé robuste et charmant. Marie-Antoinette le surnomme « chou d'amour » tant elle le trouve adorable. Il grandit pendant ses premières années entouré par l'affection de sa famille. C'est un petit garçon espiègle, aux cheveux blonds bouclés et au sourire facile. Ses premières années se déroulent sans histoire dans les jardins de Versailles, à jouer avec son frère et ses sœurs. Mais en juin 1789, lorsque Louis-Charles a 4 ans, son grand frère Louis-Joseph meurt.
D'un coup, le petit prince devient à son tour dauphin de France, c'est-à-dire héritier du trône, en pleine tourmente révolutionnaire. Dès lors, le destin de Louis-Charles bascule dans un cauchemar inimaginable pour un enfant. Il accompagne ses parents lors du déménagement forcé à Paris en 1789 et vit avec eux les tensions grandissantes. On peut imaginer le petit dauphin serrant sa poupée ou tenant la main de sa sœur lors des moments de danger, sans tout comprendre des cris de la foule. Il est présent lors de la tentative de fuite vers Montmédy en juin 1791. Déguisé en petite fille par mesure de discrétion, il voyage la nuit aux côtés de ses parents dans la berline qui sera arrêtée à Varennes. Après cet échec, la famille revient sous bonne garde aux Tuileries. Louis-Charles est trop jeune pour saisir les enjeux politiques, mais il ressent l'angoisse de sa mère et la gravité de la situation. Le 10 août 1792, la famille royale est attaquée aux Tuileries et renversée. Louis-Charles, alors âgé de 7 ans, est jeté en prison avec ses parents et sa sœur. Commence pour lui la triste vie de captif à la tour du Temple. D'abord, il reste auprès de ses parents. On raconte que, dans la prison, le petit garçon tentait de redonner le sourire à tout le monde, chantonnant ou jouant avec ce qu'il trouvait. Mais la descente aux enfers continue. Après l'exécution de son père en janvier 1793, les royalistes considèrent Louis-Charles comme le nouveau roi légitime, Louis XVII. Aux yeux de la jeune République toutefois, ce n'est plus que le petit Capet. Et pour briser tout espoir monarchique, les autorités décident de le séparer de sa famille. Le 3 juillet 1793, en pleine nuit, des gardes font irruption. Ils arrachent l'enfant de 8 ans des bras de Marie-Antoinette, malgré les cris et les supplications de la reine et de sa sœur Marie-Thérèse. Louis-Charles est confié à un geôlier spécial, Antoine Simon, un ancien cordonnier, et sa femme, qui loge au temple pour s'occuper de lui. Officiellement, on veut rééduquer l'enfant royal pour en faire un petit républicain modèle. En réalité, le dauphin va subir des mois d'abus et de négligence. Le couple Simon, sans être monstrueux, est rustre et zélé dans sa mission. Il force l'enfant à chanter des chansons révolutionnaires obscènes, à renier ses origines. On le fait boire de l'alcool pour l'endormir, on le nourrit mal. Louis-Charles, autrefois un garçon vif et choyé, est maintenant un enfant prisonnier, seul, apeuré, soumis à des pressions terribles. Pire, on l'utilise pour nuire à sa propre mère. Sous la manipulation, on extorque au petit une déclaration accusant Marie-Antoinette d'actes immoraux, une fausse accusation d'inceste qui sera utilisée contre la reine lors de son procès. Cette tâche déchirante accomplit son œuvre. Marie-Antoinette, anéantie d'apprendre que son fils, sans comprendre, a été contraint de témoigner contre elle, perd tout espoir. La reine sera exécutée en octobre 1793, sans jamais revoir son petit garçon. Après la mort de sa mère, le calvaire de Louis-Charles s'aggrave encore. En janvier 1794, les époux Simon quittent finalement la prison du Temple. On les rappelle à d'autres fonctions. Le comité de salut public décide alors de laisser l'enfant enfermé au secret, complètement seul, au second étage de la tour. Durant les 6 mois qui suivent, Louis-Charles vit isolé dans un cachot. Personne ne prend vraiment soin de lui. On lui passe de la nourriture à travers la grille, sans s'assurer qu'il mange. Sa chambre devient immonde, il est couvert de vermine, sans hygiène ni lumière du jour. Le petit garçon dépérit. Il tombe gravement malade, développant probablement la tuberculose, ainsi qu'une forme sévère de malnutrition et la gale. Ses gardiens entendent parfois sa voix fluette chanter des comptines dans le noir, ou l'entendent pleurer la nuit, appelant sa maman. Après la chute de Robespierre, en juillet 1794, la République tente d'améliorer le sort de cet enfant devenu fantôme. On nomme un nouveau gardien plus humain, et on découvre le spectacle effrayant qu'offre le jeune prince. Louis-Charles n'a plus que la peau sur les os, il est faible au point de ne plus tenir debout, ses genoux sont enflés, il ne parle presque plus. Il a à peine 9 ans, mais en paraît le double tant la souffrance l'a marqué. On le met sous la garde d'un homme compatissant, Étienne Lannes, qui essaie de le soigner tant bien que mal. Lannes lave l'enfant, nettoie sa cellule, l'encourage à manger. Mais il est trop tard. Le petit captif est rongé par la tuberculose à un stade avancé. Malgré quelques semaines d'attention tardive, Louis-Charles de France meurt le 8 juin 1795 dans sa cellule du Temple, à seulement 10 ans. À 15 heures, ce jour-là, son faible cœur s'arrête. On rapporte que ses derniers mots auraient été pour appeler son père dans un délire fiévreux ou peut-être pour murmurer une comptine. Il meurt sans famille à ses côtés, avec seulement son gardien et un médecin présent. La nouvelle de la mort du petit Capet est annoncée aux autorités de la Convention, qui peuvent enfin souffler.
Ce dangereux symbole vivant de la monarchie n'est plus. Mais la mort de Louis-Charles, désormais connu dans l'histoire comme Louis VII, ne met pas totalement fin à son histoire. Tout d'abord, son corps est traité sans aucun honneur. Le cadavre de l'enfant est enterré secrètement le 10 juin 1795 dans le cimetière Sainte-Marguerite à Paris, dans une fosse anonyme recouverte de chaux vives. Aucune croix, aucun nom n'identifie sa tombe. Cette absence de sépulture décente et l'opacité autour de sa mort vont alimenter une énigme historique pendant plus de 2 siècles. Et s'il avait survécu? En effet, très vite, des rumeurs circulent que l'enfant mort au temple ne serait pas Louis-Charles, que le vrai dauphin aurait été exfiltré et remplacé par un autre garçon. Au XIXe siècle, de nombreux imposteurs se manifesteront à travers l'Europe en prétendant être le dauphin miraculeusement sauvé. Ces faux Louis XVII trompent parfois l'opinion et les anciens royalistes en mal d'espoir. Le cas le plus célèbre est celui de Karl Wilhelm Naundorf, un prétendant qui réussit à persuader plusieurs personnes qu'il était le prince survivant. Bien que la famille de Marie-Thérèse, seule survivante légitime, n'ait jamais cru à ces histoires, le mystère perdura longtemps dans l'esprit du public, sans preuve formelle du décès. Ce n'est qu'au tournant du XXIe siècle qu'on a finalement éclairci le destin de Louis-Charles. En 2004, des analyses scientifiques sur une relique précieuse, le cœur momifié de l'enfant, ont révélé la vérité. Revenons un peu en arrière. Lors de l'autopsie pratiquée le lendemain de la mort du jeune prince en 1795, le médecin légiste, le docteur Philippe-Jean Pelletan, avait secrètement prélevé et conservé le cœur de l'enfant, chose courante à l'époque pour les princes dont on gardait le cœur en relique. Ce petit cœur, conservé dans l'alcool, passa de main en main pendant des décennies jusqu'à être finalement déposé dans la basilique de Saint-Denis en 1975. Les avancées de la génétique ont permis de comparer l'ADN mitochondrial de ce cœur à celui de cheveux de Marie-Antoinette. Le résultat fut sans appel. Le cœur appartenait bien à un enfant de la lignée de Marie-Antoinette. Autrement dit, Louis-Charles était bel et bien mort au Temple en 1795. Cette confirmation scientifique a mis fin aux doutes raisonnables, même si certains adeptes de la théorie du survivant persistent encore par romantisme. Aujourd'hui, le cœur du petit Louis XVII repose pieusement dans la nécropole royale aux côtés des tombes de ses parents. Le reste de son corps demeure introuvable, dissous dans l'anonymat de l'histoire. Numéro 1. Sophie-Hélène Béatrix. La cadette des enfants de Louis XVI et Marie-Antoinette est une petite princesse prénommée Sophie-Hélène Béatrix, née le 9 juillet 1786 à Versailles. Après 2 garçons d'affilée, la naissance d'une deuxième fille surprend le couple royal, mais l'enchante tout autant. Le bébé, venu un peu en avance, est d'abord vigoureux et potelé. On la nomme Sophie, en hommage à une tante paternelle récemment décédée. Marie-Antoinette, ravie, espère faire de cet enfant sa compagne de vie pour les années à venir. « Cette petite, elle aurait été mon amie », confiera plus tard la reine avec émotion. La petite princesse Sophie grandit durant ses premiers mois entourée d'amour. Sa grande sœur de 7 ans, Marie-Thérèse, adore pouponner ce nouveau-né aux yeux bleus. Les portraits de l'époque montrent un bébé joufflu et souriant sur les genoux de sa mère. Malheureusement, la santé de Sophie Béatrix va se détériorer. On remarque rapidement que le nourrisson est plus faible que ses aînés. Elle souffre de problèmes digestifs et respire mal. Durant le printemps 1787, alors que la petite approche de ses 1 an, elle traverse une période difficile. Ses premières dents percent, ce qui à l'époque provoque souvent de fortes fièvres chez les bébés. Sophie est prise de convulsions violentes pendant plusieurs jours. Les médecins du roi tentent tout ce qu'ils peuvent. Potions, saignées, prières, mais rien n'y fait. Certains pensent qu'elle a contracté la tuberculose, maladie qui semble frapper cruellement les enfants de la famille. On soupçonnera plus tard que la gouvernante des enfants royaux, Madame Poitrine, a pu sans le savoir transmettre la tuberculose aux plus jeunes. Affaiblie par l'infection, suffoquée par les convulsions, la petite princesse s'éteint finalement le 19 juin 1787, à seulement 11 mois. La mort de la petite Sophie est un coup de massue pour la famille royale. Perdre un nourrisson est une douleur atroce, même dans une monarchie habituée aux tragédies dynastiques. Marie-Antoinette est inconsolable. Lorsqu'on tente de la consoler en minimisant, l'enfant était si jeune qu'elle n'a pas eu le temps de s'y attacher, insinuent certains maladroitement, la reine s'indigne avec tristesse. Elle aurait grandi, elle aurait été mon amie. Cette phrase bouleversante montre combien Marie-Antoinette s'imaginait partager ses joies et peines futures avec cette fille cadette, surtout que son aînée Marie-Thérèse était plus réservée et sous la tutelle de gouvernante. Louis XVI, lui, pleure en privé cette fille qu'il aura à peine connue, tout en restant digne en public. On enterre la petite Sophie-Hélène Béatrix dans la basilique de Saint-Denis,
auprès des autres princes et princesses de France, avec les honneurs dus à son rang. Sans se douter que quelques années plus tard, sa tombe, comme celle de son frère Louis-Joseph, sera profanée pendant la Révolution.